Vous êtes sur Rage et c'est l'heure d'Exocet. Exocet, l'émission du bizarre, de l'étrange, du décalé. Avec moi, Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Patrick. Et exceptionnellement ce soir, la technique, ce n'est pas Mikaka, puisque Mikaka donc a d'autres choses à faire ce soir. Et c'est donc Sandrine, éminente journaliste que CNN nous envie, qui vient le remplacer à la technique. Et donc bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bon, je ne vais pas trop l'embêter durant cette soirée parce qu'elle est un petit peu stressée, c'est normal, c'est sa première technique. Je tiens quand même à vous signaler que tout le staff de Rage actuellement est dans une phase de maladie assez intense, mais nous avons bravé la maladie ce soir. Nous avons bravé la maladie pour vous apporter toujours ces informations un petit peu à part, un petit peu étrange, un petit peu décalé. Thomas cette semaine a été atteint par le mal, le mal à la mode en ce moment. Moi-même, il y a quelques jours déjà, j'étais assez mal en point. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Il n'empêche qu'on vous a quand même réservé une bien belle émission ce soir qui sera consacrée à la théorie du tout. La grande théorie du tout, Thomas, absolument, mais ça sera la première partie, parce que tu t'en doutes, la théorie du tout, c'est un petit peu long. Voilà, donc il faudra quand même au moins 2 émissions pour en faire le tour, ce qui est déjà assez court finalement quand on y pense. La théorie du tout, qu'est-ce que c'est? Alors la théorie du tout, c'est tout simplement la théorie, la clé de l'univers, le mécanisme qui expliquerait comment fonctionne l'univers dans son entièreté. Et c'était l'objectif d'Albert Einstein. C'était son Graal, sa quête. Et donc Einstein voulait combiner toutes les lois de l'univers donc dans une seule théorie, et il est mort sans y parvenir, le bougre. D'accord. Alors, ça l'a pas empêché de devenir une superstar de la science, non, c'est mais clair. il n'a pas atteint... Il n'a pas atteint son objectif, quoi. Absolument. Alors aujourd'hui, la physique moderne pense avoir réalisé le rêve d'Einstein, puisque avec la théorie des cordes, les scientifiques, actuellement les physiciens, pensent qu'ils ont réussi à trouver cette clé de l'univers qui explique tout. Et si elle se vérifie, cette théorie, nous vivons dans un univers où réalité et science-fiction se rejoignent. Un univers en 11 dimensions, Thomas. Et un univers ce qui est méga flippant parce que déjà ça fait peur. Parce que voilà, je veux dire largeur, profondeur, temps. Puis voilà. déjà alors imaginez celle qui manque, c'est complètement inconcevable en fait. Ah ça fait mal, et puis surtout quand on voit le bordel qui se passe rien qu'avec la 4e dimension, déjà pour ceux qui ont vu la série. Alors 11 dimensions, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis donc un univers en 11 dimensions, un univers qui aurait des jumeaux, puisque la théorie des cordes implique aussi l'idée d'univers parallèle, d'univers en couches, et beaucoup d'autres trucs farfelus comme ça. Et donc l'idée est simple. L'idée derrière la théorie des cordes, c'est que tout dans l'univers est composé de brins d'énergie infiniment petits, donc qui sont nommés les cordes. Ces cordes vibreraient sur des modes différents, comme des instruments de musique finalement, comme des violons, comme des guitares, et l'univers serait comme une vaste symphonie cosmique. Parce que c'est une belle théorie en plus de ça, et c'est pour ça que Brian Greene, qui est un éminent physicien américain, a intitulé le livre sur lequel je me suis basé pour préparer cette émission, l'univers élégant, parce que cette théorie est une théorie élégante qui nous dit donc que l'univers serait comme une gigantesque musique avec toutes ces cordes, cette infinité de cordelettes donc qui constituerait la base même du réel et de l'univers. Et au cours de ces 300 dernières années, notre compréhension de l'univers nous a fourni un faisceau d'explications qui semblent toutes converger vers cette idée ultime, cette idée en or. Donc c'est pour ça que ça tendrait à prouver qu'effectivement là on est proche de trouver enfin le Graal, la quête absolue de tout scientifique, cette quête que Einstein lui-même donc n'a pas réussi à mener à bout. Alors on va démarrer aux origines donc de cette quête de l'unification totale. Elle débute en 1665. Et en 1665, un certain Isaac Newton se reposait sous un amateur peu connu. Voilà, se reposait sous un pommier. Donc ça, c'est probablement l'anecdote la plus célèbre de l'histoire de la science. Il était sous son pommier, le Isaac, et la légende dit qu'il a vu une pomme tomber sous ses yeux. Alors certaines variantes de la légende prétendent que la pomme lui est tombée directement sur la tête. Et donc, en voyant cette pomme tomber, Isaac Newton a eu une sorte de déclic et il a élaboré une vision de l'univers qui a révolutionné notre façon d'appréhender le réel. Puisque quand il a vu cette pomme tomber, le Isaac s'est dit, c'est probablement la même force qui gère cette pomme et la lune qui tourne autour de nous. Et à partir de là, il a unifié à la fois le cosmique et le terrestre. C'était déjà une première tentative d'unification. Et donc, il nomme cette force la gravité. Et c'est la première force qu'on découvre, on en trouvera 3 autres par la suite, puisqu'il y a 4 forces fondamentales, Thomas. Est-ce que tu savais ça, mon ami? Ben non, figure-toi. Alors pour moi, il y avait la gravité, quoi. Après, si tu comptes la répulsion, sans doute aussi. Eh non. Non? Pas la répulsion, mais on verra au fil de cette émission quelles sont les 3 autres forces fondamentales. Déjà, il y a la gravité, et c'est déjà pas mal, donc.
Et le truc, c'est que Newton ne sait pas du tout comment cette gravité fonctionne. Il s'en sert, les scientifiques qui lui succèdent s'en servent, ça marche à mort. C'est aussi grâce aux calculs liés à la gravité qu'on a envoyé une fusée sur la Lune. Mais le truc, c'est que donc Newton ne savait pas comment ça fonctionnait. Pourquoi ça faisait ça? Pourquoi les choses s'attiraient mutuellement? Et c'est au début du XXe siècle qu'un petit employé de bureau du bureau suisse des inventions techniques va changer tout ça. Ce petit employé s'appelle donc Albert Einstein. Et il fait des études sur la lumière, le Albert, il étudie la lumière, tout ça, et il découvre quelque chose, une propriété bien spécifique à la lumière. Il découvre qu'elle est indépassable. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et cette idée-là va à l'encontre de la vision qu'avait Newton. Donc ça bouleverse un petit peu cette vision qui avait réussi à réunir toute la science. Et donc là, tout à coup, Einstein s'oppose à la vision de Newton, puisque Newton pensait que la gravité était instantanée. Exemple, si le Soleil, imaginons que le Soleil disparaisse là maintenant tout de suite. Donc le Soleil nous tient en orbite, on tourne autour de lui. Si le Soleil disparaît, Newton pensait que la Terre partirait immédiatement en vrille, puisqu'elle serait automatiquement et instantanément libérée de la force d'attraction du Soleil. Or, Einstein a découvert que la lumière était l'élément le plus rapide, et si la lumière disparaissait, si la lumière du Soleil disparaissait, on mettrait 8 minutes à s'en apercevoir. Parce que donc, la lumière voyage à 300 000 km à la seconde, le temps que ça arrive, 8 minutes. Donc évidemment, vu que la lumière est plus rapide que la gravité, et vu qu'on mettrait 8 minutes à s'apercevoir que la lumière n'est plus là, on mettrait sûrement plus de 8 minutes à s'apercevoir aussi au niveau de la gravité que le Soleil a disparu. Et ça, pour Newton, c'était inconcevable. Il fallait que la gravité soit instantanée ou pas. Et c'est pour ça qu'Einstein a réussi, lui, à découvrir la vraie nature de la gravité. Et ça, c'est déjà un premier élément absolument inconcevable et hallucinant. Puisque ce que Einstein a découvert, c'est qu'en réalité, la gravité déforme le tissu même de l'espace-temps. Et il faut par exemple se représenter une pièce de tissu caoutchouteuse sur laquelle on poserait des grosses billes lourdes. Eh bien les corps lourds, les objets célestes, les planètes déforment le tissu même de l'espace-temps, donc le tissu même du réel. Et par exemple, imaginons donc cette pièce de caoutchouc, on pose une grosse bille dessus qui serait la Terre, et donc forcément si on pose une petite bille plus petite autour, elle tourne. C'est la Lune. Et donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est que cet univers-là, ce réel-là, il est en 3 dimensions. Voilà, mais c'est pourtant, ça, il faut le concevoir en 3 dimensions. Parce que le voir sur un plan, c'est aisé, mais concevoir en 3D, c'est autre chose. Voilà. Et la révolution que Einstein a mis en place, c'était ça. C'était de se dire que cet univers en 3 dimensions, il avait aussi une sorte de plan qui était déformé par le poids des objets lourds, des objets célestes, et donc ce qui formait comme des puits dans la trame même de la réalité. Donc là vraiment c'est une révolution totale, un bouleversement dans notre vision du réel et de l'univers. Mais Einstein décide de faire encore plus fort et d'unifier la gravité avec la seule autre force qu'on connaît alors, qui est l'électromagnétisme. Et en fait, l'électromagnétisme, c'est déjà l'unification de 2 autres forces qui sont l'électricité et le magnétisme. D'où le nom. Exactement. Et celui qui a fait cette unification, c'est un certain James Maxwell, qui était donc un physicien écossais. Et le James, il avait capté qu'il y avait quand même beaucoup de relations entre l'électricité d'un côté et le magnétisme de l'autre. Par exemple, si un soir d'orage, on se balade avec une boussole sous les éclairs, il y a des champs magnétiques qui sont créés, la boussole va être perturbée, et donc il y a une relation immédiate et permanente entre l'électricité et le magnétisme. C'est pour ça que ce James Maxwell a réussi à unifier les deux, et il a découvert l'électromagnétisme, qui est donc une seule et même force. Et Einstein pense qu'il va réussir à trouver le grand mécanisme unique en unifiant cette nouvelle vision qu'il a mis au point de la gravité et l'électromagnétisme. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que la gravité est infiniment plus faible que l'électromagnétisme. On a l'impression que c'est une force colossale puisque elle nous tient quand même les pieds au sol. La gravité, on se dit ça doit être un truc de barge. En réalité, elle est infiniment, mais des milliards et des milliards de fois plus faible, la gravité, que l'électromagnétisme. Et on a l'impression qu'elle est puissante parce que en fait, on envoie l'effet sur des corps énormes. La Lune donc qui reste autour de la Terre elle-même qui reste autour du Soleil. Mais par exemple, si je me jette d'un immeuble, du 50e étage d'un immeuble, les atomes de mon corps et ceux du béton vont se repousser avec une telle force, grâce à l'électromagnétisme, qu'ils vont arrêter ma chute et donc résister à toute la gravité terrestre. Effectivement, si je saute du 50e étage, je vais pas continuer ma course à travers le sol. Ah non. Même un petit bout de trottoir va me bloquer instantanément parce que ces atomes vont repousser les miens avec la force de l'électromagnétisme. Et voilà. Et c'est pour ça que la force de gravité est infiniment plus faible à l'échelle atomique.
elle est forte à de vastes échelles, mais à l'échelle des atomes, c'est de la merde. Voilà, oui. En gros, grosso modo, ça veut dire qu'il faut un corps céleste, justement de plus d'une taille carrément conséquente pour que cette force ait un minimum d'influence, quoi. Voilà, exactement. Et plus on se rapproche de l'infiniment petit, plus cette forme est obsolète, mais des milliards et des milliards de fois. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et dans les années 20, donc, Einstein se fait un petit peu voler la vedette, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Einstein, c'est quand même une méga star à cette époque-là. On est dans les années 20, donc il bouleverse la vision qu'on a de la réalité, et ça devient une super star. Einstein, c'est la star des médias. On le voit avec Charlie Chaplin, qui était la méga star de l'époque, et Israël avait demandé à Einstein de devenir son président. Donc c'était vraiment la méga classe à l'époque pour Einstein. Et dans les années 20, il se fait un petit peu voler la vedette par un groupe de jeunes scientifiques. Et il devient un has-been dans le milieu de la physique. Alors évidemment, pour le grand public, ça reste le grand Albert Einstein. Mais pour les physiciens, pour le petit milieu de l'élite des physiciens, ça devient quand même un has-been qui a des idées de plus en plus dépassées. Et en fait, c'est un groupe de jeunes scientifiques conduits par Niels Bohr qui va lui voler la vedette. Dans les années 20, Einstein, qui continue sa quête, devient légèrement has-been dans le milieu élitiste, donc des physiciens à la pointe, et c'est un groupe de jeunes scientifiques mené par le physicien Niels Bohr qui lui vole la vedette, puisque ces scientifiques veulent comprendre comment fonctionne l'infiniment petit, la manière dont les constituants de l'atome interagissent, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les électrons, parce qu'il se trouve que les vieilles théories, alors les vieilles théories entre guillemets, c'est les théories de la gravité et les théories de l'électromagnétique, les forces de la gravité et de l'électromagnétisme, n'expliquent pas comment les protons et les neutrons restent collés, par exemple, n'expliquent pas le fonctionnement de l'échelle atomique. Alors ces scientifiques-là, ils veulent consacrer leur recherche à ça, comprendre comment fonctionne le microscopique. Et à la fin des années 20, apparaît donc la théorie de la mécanique quantique, la fameuse. Et donc c'est une théorie qui permet de comprendre ce monde microscopique. Mais le problème, c'est que cette théorie pulvérise une fois encore les précédentes façons de concevoir l'univers. Et Einstein, lui, il imaginait un univers organisé et prévisible. Pour Einstein, on allait trouver une sorte de code tout à fait logique, sans faille, voilà, quelque chose qui permettrait de comprendre et d'expliquer l'univers sans aucun souci, de manière très, très logique et très prévisible. Mais il se trouve que la mécanique quantique, elle, nous dit qu'à l'échelle atomique, l'univers est un jeu de hasard chaotique, où par exemple deux particules peuvent se retrouver à deux endroits en même temps. Et donc selon cette théorie-là, on ne peut que calculer les probabilités qu'une chose arrive. Et là, Einstein dit non, il refuse absolument cette idée-là. Et donc, il s'opposera farouchement jusqu'à sa mort à la fameuse théorie de la mécanique quantique. Et il dira cette fameuse phrase qui est restée dans l'histoire de la physique: Dieu ne joue pas au dé. Parce que le paradoxe un petit peu, c'est que Einstein était croyant à sa manière, et son objectif c'était de comprendre la pensée de Dieu selon lui, et il disait que donc Dieu ne joue pas au dé, l'univers ne peut pas être un jeu de hasard. Pour lui, tout ceci était très 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 précis, très réglé, très prévisible. Et pourtant, la mécanique quantique s'avérera extraordinairement exacte, expérience après expérience, puisqu'il n'est jamais arrivé qu'une prévision de cette théorie contredise une observation. Donc Einstein avait tort à ce niveau-là. Et pour essayer même au meilleur. Bah c'est clair. Donc là, même lui, c'était foiré sur ce coup. Et donc pour essayer de comprendre un petit peu à quoi ressemblerait l'univers à notre échelle, si il se passait les mêmes trucs qu'à l'échelle des atomes, on pourrait donc imaginer qu'on se retrouve voilà à deux endroits au même moment. Donc le don d'ubiquité, se déplacer à deux endroits au même moment. On pourrait même traverser les murs si les phénomènes de l'échelle quantique s'adapter à notre échelle à nous. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'on parle bien du même univers là. Et pourtant, il y a comme deux écoles, deux familles qui n'arrivent pas à se réconcilier. Il y a d'un côté la théorie de la relativité qui explique l'infiniment grand et le monde à notre échelle, et de l'autre, la mécanique quantique qui explique l'infiniment petit et le monde des atomes, des protons et des neutrons. Pourtant, il s'agit bien du même univers, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et donc, d'où le besoin de découvrir cette théorie unique qui réussirait à réunir le tout. Et alors les chercheurs découvrent deux nouvelles forces. On en était resté à d'un côté la force de gravité qui gère les planètes et l'électromagnétisme. Et donc les chercheurs découvrent deux nouvelles forces en explorant la structure de l'atome, donc toujours dans cette idée de mécanique quantique. Ils explorent de plus en plus la structure même de l'infiniment petit. Et ils découvrent d'abord l'interaction forte, qui est comme une sorte de super glue
qui maintient le noyau des atomes en liant les protons et les neutrons. Parce que, donc petit rappel, qu'est-ce qu'un atome ? L'atome, c'est avant tout des protons et un noyau qui est composé de protons et de neutrons qui sont collés par donc cette interaction forte, et autour un nuage de petits bordels qui est composé d'électrons qui tournent. Et en fait, l'atome, c'est avant tout du vide. C'est un énorme vide avec au milieu un noyau. Et si par exemple on réussissait à éliminer le vide qu'il y a autour d'un atome, on pourrait faire tenir New York sur un morceau de sucre, puisqu'il y a le noyau et autour de ça le vide et puis le nuage d'électrons. Et ensuite, donc il y a l'interaction forte d'un côté, ce qui est donc la troisième force, et la quatrième force, c'est l'interaction faible, qui permet aux neutrons de se transformer en protons en émettant des radiations. Et à l'échelle quantique, on l'a déjà dit, la gravité est infiniment faible, elle est éclipsée totalement par les trois autres forces, et on aura un exemple de ces forces-là parce que c'est assez abstrait à nos yeux. Nous, on a l'exemple permanent de la force de la gravité chaque jour. Par exemple, je laisse tomber ce stylo, c'est un exemple de la force de la gravité, mais on n'a pas forcément les exemples de l'interaction forte et de l'interaction faible. C'est pourquoi le 16 juillet 1945, au milieu du désert du Nouveau-Mexique, la puissance de l'interaction forte va être enfin dévoilée avec l'explosion de la première bombe atomique. Alors elle fait 1,50 m de large cette bombe, mais elle contient une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. 20 000 tonnes. Et avec cette explosion, les scientifiques libèrent la fameuse interaction forte qui maintient donc les neutrons et les protons soudés. Donc en brisant cette coque, en brisant cette glue, ils libèrent une puissance inimaginable, une quantité d'énergie absolument affolante, sans précédent. Et l'interaction faible, elle est responsable de la radioactivité des radiations qui retombent et donc qui collent toutes les saloperies qu'on connaît, que ce soit le cancer, etc. Alors on a d'un côté l'interaction forte qui, elle, balance de l'énergie et fait péter tout ce qui bouge. Par exemple, sur Hiroshima, toute la ville a été rasée par l'interaction forte qui brise donc la glu qui colle les protons et les neutrons. Et ensuite, il y a toutes les retombées de l'interaction faible, toutes ces radiations. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'arme ultime, puisque non seulement elle détruit, mais en plus, elle rend malade. Et tout ceci est contenu dans la trame même de ce qui forme la réalité, c'est-à-dire les atomes. Alors c'est quand même assez ironique, mais c'est comme ça. Et alors à propos de la bombe atomique, il faut préciser juste une petite chose, c'est qu'elle n'a pas été inventée par Einstein. Puisqu'il y a cette idée reçue qui dit que très souvent quand on parle de la science, on dit ah ouais, la science c'est beau, mais alors voilà Einstein, et puis qu'est-ce qu'il a fait Einstein? La bombe atomique. Eh ben bravo monsieur. Voilà ce qu'on dit en général, mais c'est une idée reçue. Car Einstein n'a pas inventé la bombe atomique. L'idée de la bombe atomique émergea seulement quand on put prédire le principe de la réaction en chaîne. Et c'est une femme, une certaine Lisa Meitner, qui après avoir vérifié et validé la célèbre formule d'Einstein E = mc2, fut historiquement la première scientifique à expliquer et à nommer la fission nucléaire. Alors les femmes, elles sont assez peu présentes dans l'histoire de la science, mais quand elles s'y mettent, elles s'y mettent. Ah, elles y sont. Elle est présente. C'est quand même assez ironique parce que ces pauvres femmes, c'est vrai, on dit toujours oui, alors l'histoire de la science est peuplée donc de découvertes masculines. C'est vrai qu'on voit assez peu de femmes à part Marie Curie. Eh bien non, la pire découverte de l'histoire de la science, on la doit à une femme. C'est quand même assez triste quand même. Et donc cette Lisa Meitner, mais il faut quand même dire à son avantage qu'elle a toujours souhaité l'échec de la bombe atomique publiquement. Donc voilà ce qui s'est passé par la suite. Donc cette Lisa Meitner découvre le principe de réaction en chaîne, mais l'invention de la bombe n'est pas due à elle est due à des Français. Donc là, on s'est illustré encore sur ce coup, puisque la bombe atomique, c'est nous qu'on l'a inventée. Et la bombe est attribuée aux travaux effectués au Collège de France par Joliot-Curie, Alban et Kowarski, qui en déposèrent le brevet en 1939. Donc là, je dis bravo la France tout de même. C'est quand même nous qui avons la paternité de la bombe atomique. Ça crème pas sa race. Et pour la petite anecdote, la France ne réclame pas de royalties après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, parce qu'on aurait pu. On aurait pu et on aurait gagné des sous. Mais c'est clair. Mais on n'a pas poussé le vice jusqu'à réclamer des royalties après Hiroshima et Nagasaki. C'est un petit peu l'élégance à la française. Nous, on invente le truc, mais attention, on ne veut pas d'argent. Et alors donc. La confusion par rapport à Einstein qui aurait inventé la bombe atomique alors que c'est faux, cette confusion vient de la célèbre lettre d'Albert Einstein au président Roosevelt qui l'invitait à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour élaborer la bombe en question avant les nazis, parce que si les nazis avaient eu la bombe, évidemment là c'était la fin. Voilà, moi c'était cet aspect-là que je connaissais. Effectivement, Einstein a bien insisté, peut-être pas participé directement aux travaux, mais a vraiment fait en sorte
il flippait. En même temps, on peut le comprendre, quoi. C'était pas une situation facile au niveau de l'humanité tout entière et puis même à son niveau personnel, puisqu'il était quand même directement concerné par les chambres à gaz, etc. Grave. Donc oui, on peut le comprendre en même temps. Hein. Et condamner lui-même. C'est clair que si Hitler avait chopé la bombe atomique avant les bons, on va dire, on était foutu. On était foutu, mais foutu, quoi. Et Einstein a toujours lui aussi lutté contre les exploitations abusives de la science et les exploitations militaires. Il était contre la bombe atomique, mais là, c'était un dilemme. Il était obligé de conseiller à Roosevelt de développer cette bombe si on voulait pas se faire bouffer par les nazis. Donc c'était un choix entre découvrir la pire arme de l'histoire de l'humanité ou l'avoir tombé entre les mains des vrais méchants. Donc voilà, c'était un dilemme de scientifique assez dur à prendre, mais donc ce n'est pas Einstein qui a inventé la bombe atomique, que ce soit bien clair, c'est nous les Français qu'on l'a fabriquée. Hein, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on le dit pas tellement souvent. Finalement, on est moyen. J'ai l'impression qu'on en est pas moyen fier de cette affaire-là. Et alors le brevet, c'est drôle parce que le brevet a été donc déposé en 39. Et donc j'ai vu le brevet cet après-midi en faisant quelques recherches. Et donc le brevet, là, il est déposé au Centre national des brevets, brevet de la bombe atomique, machin, etc. C'est assez énorme. Tous les pays, tu connaîtras certainement pas la réponse, quoique. Mais tous les pays qui fabriquent des bombes atomiques doivent payer des royalties, donc dans ce cas-là, la France, pour avoir le droit de fabriquer la bombe. Parce que même s'ils l'utilisent pas, ils utilisent la technologie qui est déposée. Alors justement, je sais pas comment ça se passe, puisque étant donné qu'après les massacres de Hiroshima et Nagasaki, la France n'a pas demandé de royalties, j'imagine que depuis, le brevet a dû tomber dans le domaine public. Enfin, j'en sais trop rien, mais apparemment c'est ça. Et en même temps, j'imagine mal, d'un point de vue éthique, j'imagine mal la France réclamer de l'argent pour l'exploitation de bombes atomiques. Et puis c'est vrai que ça serait assez peu lucratif comme commerce parce que c'est pas comme s'il en pétait une chaque année. Donc voilà. Et donc Lisa Meitner, donc qui est à l'origine finalement de la bombe, puisque elle a réussi à mettre en place ce principe de réaction en chaîne, puisqu'elle a prédit le principe de réaction en chaîne. Lisa Meitner est considérée par la communauté scientifique comme la mère de la bombe. Hein, ça doit être une maternité assez dure à porter, mais elle refuse pourtant de travailler au projet et elle lui souhaite encore une fois d'échouer publiquement. Et en 1933, le Einstein, après avoir fui l'Allemagne nazie, il s'installe à Princeton dans le New Jersey et il continue sa quête d'unification. Mais alors le truc, c'est que ses collègues pensent qu'il fait fausse route et que son âge d'or est derrière lui. Donc il est considéré un petit peu comme un vieillard un petit peu pittoresque, une figure de la science, mais pathétique, dépassé, voilà, un vieillard rigolo, mais has-been. Et c'est quand même assez cruel et ironique quand on sait le bouleversement que cet homme a apporté à la science moderne et au monde d'une manière générale. Et donc là voilà, on le considère comme un vieux has-been. Mais il décide quand même de continuer sa quête d'unification. Il veut trouver cette fameuse loi absolue qui explique l'univers pour saisir la pensée de Dieu, hein, selon ses propres termes. Et il décide aussi délibérément de ne pas prendre en compte la mécanique quantique, qui, je le rappelle, est la science de l'infiniment petit, qui explique l'univers à l'échelle des atomes, etc. Et donc Einstein, comme il n'est pas d'accord avec ça, comme cette théorie dit qu'à cette échelle l'univers c'est avant tout un chaos hasardeux et que lui, Einstein, est persuadé que tout ceci est très ordonné, il décide de fermer les yeux là-dessus, malgré les preuves, malgré les expériences favorables. Il dit non, c'est faux, ça j'y crois pas. Il met tout ça de côté et il continue sa quête tout seul dans son chemin à lui. Et il meurt en 1955 à 76 ans. Et avec lui, son rêve de théorie unique donc semble disparaître, puisque c'était son Graal personnel. Mais quand il meurt, ce besoin de trouver la théorie disparaît un petit peu. Et donc, à partir de là, la physique se divise très nettement en deux camps, comme on le disait tout à l'heure. Donc, d'un côté, la relativité générale qui avait été découverte par Einstein pour l'étude des objets lourds et de l'infiniment grand, les étoiles et les galaxies, et de l'autre, la mécanique quantique qui, elle, étudie l'infiniment petit, les atomes et les particules, et ces deux familles n'arrivent pas à s'entendre, et pourtant on parle bien d'une seule et même réalité. C'est quand même incroyable que les deux n'arrivent pas à s'entendre comme ça. Et donc il existe des facettes quand même, il faut le savoir, assez étranges du cosmos, qui ne pourront pas être comprises tant qu'on n'aura pas de théorie unifiée, tant qu'on n'aura pas ce fameux code, comme par exemple les trous noirs. Alors, les trous noirs, qu'est-ce que c'est que les trous noirs et surtout qui a découvert l'idée de trous noirs? Alors pendant la Première Guerre mondiale, c'est un astronome allemand qui s'appelait Karl Schwarzschild. Et ce Karl, donc entre deux calculs balistiques, puisque donc il était à la guerre, il réalise qu'une énorme quantité de masse concentrée dans une petite zone, comme par exemple une étoile qui s'effondrerait sur elle-même, eh bien une telle masse déformerait le
tissu de l'espace-temps à tel point que rien ne pourrait échapper à son champ de gravité, pas même la lumière. Donc il faut se représenter ça comme un puits. T'imagines une espèce de tête d'épingle hyper lourde qui déformerait un tissu jusqu'à former un puits, et de ce puits rien ne pourrait échapper tellement la force de gravitation serait intense, même pas la lumière. C'est pour ça que le trou créé serait noir puisque la lumière ne s'en échapperait pas. Et alors pendant des décennies, cette idée était restée une simple théorie, une espèce de jeu scientifique, de jeu de l'esprit. Et aujourd'hui, donc avec les satellites télescopes qui sondent l'espace, on a découvert des régions avec un gigantesque champ gravitationnel qui pourraient être des trous noirs. Aujourd'hui, la majeure partie des scientifiques s'accordent à penser qu'effectivement les trous noirs sont une réalité et que il existe donc des étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes jusqu'à devenir tellement denses qu'elles créent un trou dans la trame même de l'espace-temps. C'est quand même assez génial comme idée parce que là on part dans la science-fiction et donc ce trou empêche donc la lumière de passer. Et ce qui est drôle, c'est que c'est propice à beaucoup de fantasmes de science-fiction justement. On imagine que ces trous noirs pourraient déboucher sur ce qu'on appelle des naines blanches, c'est-à-dire comme des trous de l'autre côté de l'univers, comme si ça pouvait être des raccourcis comme ça dimensionnels. On imagine beaucoup de choses autour des trous noirs. Et ce qui est sûr, c'est qu'il doit se passer des trucs bizarres. Vu que de toute façon, ça modifie complètement le temps, l'espace, enfin tout ce qu'on connaît comme forces qui interagissent normalement avec notre vivant. Il se passe forcément des trucs bizarres dans les trous noirs, ça c'est clair. Et Stephen Hawking, le fameux scientifique donc que beaucoup considèrent comme le successeur direct de Albert Einstein, le fameux scientifique donc handicapé, paralysé sur sa chaise, expliquait que donc si un cosmonaute se retrouvait dans un trou noir, il serait tellement étiré donc qu'il ressemblerait à une sorte de spaghetti géant évidemment, et qu'on pourrait en aucun cas aller dans ces trous noirs puisque rien ne pourrait y subsister, et qu'une tête d'épingle donc se mettrait à peser des milliers et des milliers de tonnes. Donc voilà, on peut pas envisager d'y aller pour l'instant, c'est quelque chose d'absolument inconcevable puisque même la lumière encore une fois ne peut pas en sortir. Et donc si on essaye de comprendre ce qui se passe dans un trou noir où une étoile entière est compressée à un point minuscule, est-ce qu'il faut se servir de la relativité générale parce que l'étoile est incroyablement lourde, ou est-ce qu'il faut se servir de la mécanique quantique puisqu'elle est minuscule? Donc là, c'est le genre de dilemme qui fait qu'on a besoin d'une grande théorie qui unifiera les deux, puisque dans le cas d'un trou noir, on se retrouve à la fois avec un élément microscopique, mais également très 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 lourd. Donc là, voilà, il nous faut une théorie qui nous manque actuellement. De toute façon, il en faut une, puisqu'on vit tous dans le même monde, atome comme une grande supernova. Elle existe. La loi ultime existe, elle est là, puisqu'elle gère l'univers. Reste à la déchiffrer, reste à la comprendre. Et alors, par rapport au trou noir, il y a beaucoup de théories. Il y a une théorie qui dit qu'au centre même de notre galaxie, il y aurait un énorme trou noir cannibale qui dévorerait progressivement la galaxie et qui serait donc le responsable de ce système de siphon, un petit peu comme si la galaxie tournait autour de lui. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces astres mystérieux. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre fusion et trou noir? Fusion. Ouais. De Dragon Ball ou par quel genre de fusion? Non, la fusion, l'inverse de la fission. Alors écoute, a priori pas, en tout cas pas à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait un rapport. Parce qu'en fait, la grande inquiétude des scientifiques concernant la fusion, c'est qu'ils ont peur de créer un corps, une entité tellement puissante qu'ils n'arriveraient pas à la contrôler. Et en fait, la fusion, c'est de l'antimatière, elle se nourrit donc de la matière qui est autour, et ils ont peur de créer une entité qui va grossir jusqu'à tout absorber. Donc même si on la fait partir d'une tête d'épingle, elle va commencer à tout gober autour d'elle. Pour au final tout bouffer et faire disparaître la totalité de tout d'ailleurs. Alors c'est vrai que par rapport à l'antimatière, il y a un rapport puisque donc le trou noir volerait de la matière finalement, et on se dit que nécessairement il doit la recracher ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ce système de naine blanche, donc d'un trou vers lequel sortirait la matière absorbée par le trou noir. Et donc il y a cette idée d'antimatière effectivement, et on parle aussi de trou noir comme d'éventuels portails vers des univers parallèles. Enfin, ce qui est assez génial, c'est que ça dépasse la science-fiction alors qu'on parle bien de science là et de réalité potentielle, et ça fout le vertige. Alors aujourd'hui, avec la théorie des cordes, donc on a peut-être trouvé la fameuse théorie unique, la clé de l'univers, donc qui dit que tout est composé de minuscules brins d'énergie, les cordes. Et c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, ces cordes. Puisque dans la prochaine émission, je parlerai notamment des fameux trous de verre qui seraient comme des raccourcis à travers l'univers, qui nous permettraient de nous déplacer d'un point A à un point B à une vitesse hallucinante, donc sans passer des millénaires dans un vaisseau spatial.
On parle aussi donc d'univers en tranches, comme si donc il y avait une infinité d'univers jumeaux côte à côte, etc. Enfin, la théorie des cordes, ça va beaucoup plus loin que la plupart des bouquins de science-fiction les plus fantaisistes, avec cette idée de 11 dimensions aussi, puisque si la théorie des cordes s'avère exacte, ça implique qu'on vit dans un univers à 11 dimensions. Donc nous, on en connaît déjà 4. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et le temps, qui est donc la 4e dimension. Et là, il y en aurait 11. Alors, où sont passées ces 7 dimensions qui manquent? Alors, les scientifiques pensent qu'elles sont comme repliées sur elles-mêmes et qu'elles sont infiniment petites. Enfin, c'est la porte ouverte à tout un tas de bordel comme ça qui bouleverse complètement la conception qu'on a de l'univers. On en parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Et pour se faire un ordre d'idée de taille, surtout parce que là, on manipule des éléments infiniment petits, etc. Mais pour bien comprendre de quelle échelle on parle, par exemple, ne serait-ce que l'atome. Pour se représenter la taille d'un atome, par exemple, pour essayer d'imaginer le nombre d'atomes qu'il y a dans une balle de tennis, il faut élargir cette balle de tennis à la taille de la Terre. Donc là, une fois que vous avez une balle de tennis de la taille de la Terre, rendez-la transparente, imaginez que c'est un gros ballon transparent de la taille de la Terre, mais les atomes, ça serait comme des petites perles. Comme des petites perles qu'on peut trouver dans une huître. Très bien, imaginez la Terre comme un gros ballon transparent bourré de perles. Eh bien, les atomes, ce sont ces perles-là. Ça vous donne une idée du nombre d'atomes qu'il peut y avoir dans une balle de tennis. Et maintenant, pour vous filer encore plus le vertige, on va essayer d'imaginer quelle est la taille d'une corde. Alors, reprenez un atome, vous l'élargissez à la taille du système solaire, cet atome. Mais à cette échelle-là, les cordes ont la taille d'un arbre. Donc c'est juste ahurissant et la faille de cette théorie, c'est que on parle d'éléments tellement minuscules, tellement petits qu'en réalité elle ne peut pas être contredite parce qu'on pourra jamais faire d'expérience à cette échelle-là. Oui, voilà, j'allais dire, pour aller vérifier s'il y a des mini-cordes qui se baladent, ça va être tendu. Alors pour l'instant, ça reste donc une théorie superbe, une théorie élégante, donc de symphonie cosmique, mais on pourra vraisemblablement jamais vérifier si elles sont là ou pas. Donc c'est un peu une des failles qui fait que c'est très controversé, parce que c'est très controversé en même temps. On pourra jamais vérifier si c'est vrai ou non. Mais les calculs qui sont liés à la théorie des cordes, pour l'instant, s'avèrent exacts, et ça fait 20 ans que la communauté scientifique est dessus. Donc on verra la semaine prochaine où ils en sont, et toutes les controverses qu'il y a eu, le fait qu'il y a 5 théories distinctes, il y a 5 théories des cordes, il y en a une notamment dans laquelle on vit dans un univers à 26 dimensions. Donc c'est quand même assez magnifique. Là, ça commence à faire beaucoup de dimensions. Voilà, ça en fait beaucoup. Excusez-moi, messieurs, mais... Et donc, il y a une décennie, je dirais, il y a un scientifique qui a réussi à unifier, toujours ce système d'unification, les 5 théories des cordes donc, qui étaient en compétition. On en parlera la semaine prochaine. Thomas, tu avais une petite chose à rebondir là-dessus? Je m'en fous. Moi, je vais balancer je vais balancer une théorie avec 56 cordes. Allez, et qui fait mieux, je vous attends. Voilà, c'est vrai. 56, pardon, pas cordes. C'est vrai que c'est un petit peu une enchère là. Tout le monde peut y aller de sa cordelette. Personne ne va vérifier. Parce qu'il va falloir aller vérifier tout ça et ça va pas être simple. Ainsi donc s'achève cette théma, je dirais, sur la théorie du tout. Donc la semaine prochaine on verra la deuxième partie, puisqu'il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place avant de parler de la vraie théorie en elle-même. Avant de passer aux infos bizarres que Thomas nous a concoctées avec amour, oui. Oui, bah alors juste avant, non, parce que alors je trouve ça vraiment super intéressant, donc j'ai bien d'être à la semaine prochaine parce que c'est vraiment bien captivant. Mais pendant que tu faisais ton explication, je me demandais, parce que tu disais que les scientifiques avaient du mal à accorder donc le monde de l'infiniment petit avec le monde qu'on connaît nous, donc de l'infiniment grand, on va dire entre guillemets, parce que le monde de l'infiniment petit est régi par des lois chaotiques, alors que notre monde à nous, enfin même si on est dans le même monde, est régi par des lois qu'on connaît. Donc par exemple, on n'a pas de don d'ubiquité comme peuvent avoir les particules, etc., ou les atomes. Et t'expliquais qu'une des grandes forces qu'il y avait sur Terre, une des 5, donc dont je me souviens plus le nom, une des 4, pardon, faisait en sorte de tenir comme une sorte de glue les atomes entre eux. L'interaction forte. Voilà, l'interaction forte. Alors, ce que je me demandais, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas concevoir que dans l'infiniment petit, les choses soient chaotiques, et que justement, grâce à cette interaction forte, ce chaos est quand même contenu dans un cadre qui, au final, s'applique dans l'infiniment grand, comme dans un monde dans lequel on connaît. Pour résumer un peu, genre les atomes qui constituent notre corps ont une interaction forte qui les force à rester, même s'ils sont un peu en bordel à l'intérieur, mais dans un cadre précis, et jamais de sortir de ce cadre-là, donc notre propre corps par exemple. On va passer aux infos insolites, et c'est Thomas qui s'y est collé cette semaine. Thomas, à toi.
Eh ben écoutez, pour une fois, on va s'intéresser à une info insolite qui s'est passée pas loin de chez nous, dans les Alpes-Maritimes. Alors pour ceux qui connaissent la région, c'est à Breil-sur-Roya. Alors moi, je ne sais pas du tout où c'est, mais c'est dans les Alpes-Maritimes, donc c'est pas très loin. Alors c'est vrai que d'habitude on a tendance toujours à partir aux States ou dans des pays comme ça, et là non, on va rester dans le coin. Alors c'est tout simplement l'histoire incroyable d'un homme qui a survécu à un éboulement. Il était dans sa voiture en fait, donc il rentrait chez lui tranquille. C'est suite là aux grosses pluies diluviennes qu'il y a eu dans la région ces dernières semaines, quand il s'est tout simplement mangé 90 tonnes de rochers sur la voiture. Paye ton indigestion. Voilà, donc 90 tonnes de rochers, ça a bloqué, alors faut savoir quand même que ça a bloqué les voies SNCF sur 30 mètres, ça a bloqué la route, enfin là il va y avoir pour des mois de travaux pour tout déblayer, etc., réparer les infrastructures routières. Et ce jeune François Otavi, enfin jeune non, il a plutôt 51 ans d'ailleurs, mais ce monsieur François Otavi de son nom a donc réussi à survivre à ça. Alors évidemment il était ramené à l'hôpital où ils ont constaté qu'il avait juste une bosse à la tête et je crois une petite foulure au poignet, enfin vraiment quelque chose de léger comparé aux 90 tonnes qu'il s'est mangé. Putain. Alors en plus il s'est retrouvé bloqué dans la voiture et il a réussi à sortir de son véhicule par un petit interstice qu'il a trouvé sous la boîte à gants. Alors le gars, l'état de la voiture devait être quand même assez énorme, parce que pour trouver un interstice pour pouvoir passer sous la boîte à gants, c'est que ça a dû bien taper quand même. Donc du coup, il a plus de voiture, mais en tout cas il est vivant et c'est quand même, on va dire, dans un sens, un petit miraculé quand même. Ah, son deuxième prénom c'est Hulk au François. Ouais voilà, François. Incroyable. Hulk. C'est pas mal, remarque François Hulk. Oui. On va partir là cette fois-ci un petit peu plus loin. Au Québec et en Belgique en même temps. Alors c'est une histoire d'amour entre un jeune Québécois et une jeune Belge qui se sont rencontrés donc en fait à Cuba. Et puis donc ils se sont croisés comme ça, ils ont dû discuter un petit peu et le jeune homme est tombé éperdument amoureux de cette fille. Malgré l'accent. Mais du coup. C'est pas gentil, Patrick. Je tiens à le préciser. Non, mais surtout que moi j'adore cet accent. Moi, personnellement, mais bon, bref. Donc, ils sont partis de Cuba sans se donner l'adresse ni quoi que ce soit. Et le jeune homme dans l'avion s'est dit mais merde, mais quel con, pourquoi est-ce que j'ai pas pris son adresse? C'est clair, c'était la femme de ma vie. Enfin, il s'est rongé les freins. Et donc, du coup, il a décidé tout simplement pour la retrouver de poster alors la jeune fille s'appelait Sabine, donc à toutes les Sabines de Belgique, un courrier qui a représenté une somme d'environ 650 € d'envois postaux. Donc, assez peu finalement quoi, parce que. Ce qui est assez peu, donc ça reste un coût raisonnable en fait. Donc sachez que si jamais vous avez perdu quelqu'un, vous envoyez une lettre à tous les gens qui ont le même prénom. Alors ce qu'il y a de bizarre, c'est que c'est même pas comme ça vraiment qu'ils se sont retrouvés, parce que la Sabine en question, elle, n'avait pas reçu la lettre. Donc, oh putain, c'est magnifique. Donc superbe. C'est grâce au frère de la jeune fille qui en fait a entendu à la radio qu'on parlait de cette histoire-là, parce que ça a pris des proportions un petit peu énormes, vu que voilà le Québécois qui recherche une Belge machin envoie plein de courriers, donc il a entendu ça à la radio et il s'est dit mais Sabine, c'est toi qui étais à Cuba cet été et tout machin, et la fille a fait tilt et elle a fait ah oui bien sûr nanana, et du coup ils se sont retrouvés. Alors bon, il faut admettre quand même que là-dedans, justement, la jeune fille a dit qu'elle a eu un petit peu peur, non pas du geste du mec qui était quand même plutôt romantique, mais de l'ampleur que ça a pris au niveau des médias, ça l'a fait un petit peu flipper. On peut la comprendre, mais c'est quand même une belle histoire et je trouve que ça met un petit peu de baume au cœur. Ah, c'est clair que c'est joli. Et puis si la Sabine en question n'avait pas répondu, le mec, j'imagine qu'il aurait pu s'en taper une bonne demi-douzaine dans le tas. Voilà. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a forcément au moins une sur 100 qui va répondre. Voilà. Ah, c'est romantique tout ça. Ah, bah oui, tout ça c'est l'amour forcément. Mais on est des poètes aussi, c'est pour ça. Vous êtes des poètes? Ouais. Oui. Mais je tiens à remarquer que s'il était passé directement par la radio, ça lui aurait coûté moins cher. C'est vrai. Voilà. C'est une très bonne remarque. Rappelons qu'il était québécois. Mais c'est pas gentil, mince. Oui, respect. Garou, Natacha Saint-Pierre, respect éternel. Oui. Je vous kiffe. Ouais. Enchaînement, bon, Thomas, s'il vous plaît. Moi, je ne dis rien sur Natacha Saint-Pierre et Garou, je risquerais d'être méchant. Respect à tous nos auditeurs québécois et belges d'ailleurs. Sur Rage.fr, vous nous écoutez, c'est bien. Qui sont moult nombreux, on le sait. Oh, beaucoup, au moins 2. La prochaine histoire concerne une vengeance conjugale, donc on va passer de l'amour à la haine, hein, mais comme on dit, il n'y a qu'un pas. Alors ça se passe dans le New Hampshire, aux USA. Alors c'est tout simplement une Américaine qui s'est prise la tête avec son petit copain de 28 ans. Elle a dit ouais tu me saoules et tout machin. Elle s'est barrée.
Le mec est parti se coucher, bon, sûrement un peu peiné, mais il faut bien dormir à un moment, mais sans fermer la porte. Et la jeune fille en a profité pour trouver dans la rue, ou je ne sais pas où, dans un bar mal famé, un trio de compères pour aller voler et dérober le gars directement. Donc elle leur a filé, elle leur a filé l'adresse, elle leur a indiqué toutes les planques où il y avait du pognon, des trucs à récupérer. Et ils sont allés directement à la maison pour choper les bijoux. Alors faut savoir aussi que ça finit quand même un petit peu mal parce que le jeune homme en question a quand même été un petit peu tabassé au passage. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une grosse enquête après de la police, etc. qui est toujours en train de rechercher un troisième complice parce que pour l'instant ils en ont chopé que 2. Et au total ils en ont pris pour $2500 au jeune homme. Somme d'ailleurs qui n'a pas été retrouvée. Et tout ça pour une vengeance, une bête engueulade sur un truc du quotidien, et voilà, ça part en vrille. Et donc la fille a envoyé les mecs pour voler le petit ami. Voilà, pendant qu'il dort. C'est-à-dire voler la personne, voler l'homme. Non, voler son appartement. Voler, voilà, oui, c'est ça que j'ai quand même mal entendu, d'accord. Son intérieur, etc. Okay, mais donc avec tous les plans, les codes des machins, le digicode, etc. Enfin, vraiment, ils étaient tout équipés. Et c'est du propre. C'est du propre, ça fait plaisir quand même. On continue sur les États-Unis avec la grande fête de la marmotte. Hein. Alors ça se passe. Oh yes. Ça se passe en Pennsylvanie. À Punxsutawney. Exactement. Tu connais? Ah bah absolument, c'est la base d'un de mes films préférés, Un jour sans fin. D'accord. The Groundhog Day à Punxsutawney. Eh ben alors écoute, Punxsutawney, donc tu connais l'histoire. Donc tous les ans. Il y a des milliers d'Américains et de médias américains qui vont sur place pour filmer la première apparition de la marmotte parce que selon un mythe bien établi et dont les gens croient dur comme fer, si la marmotte sort à une certaine période, ça veut dire que l'hiver va encore durer 6 semaines et qu'il sera encore très rude. Ouais. Donc du coup, le jour où il faut pas que la marmotte sorte, eh ben tout le monde va voir si elle sort, donc du coup les caméras se pointent, etc., etc. Alors autour de ça, il y a une grande fête hein, avec feux d'artifice, on distribue des peluches de marmotte, en veux-tu, en voilà. Et cette année, elle est sortie. Elle est sortie pile poil le jour. Donc c'est tout ça pour vous dire que on va se les peler grave encore pendant au moins 6 semaines. C'est quand même magnifique. Et d'ailleurs dans le film, on voit Bill Murray capturer la marmotte. Il la vole et puis il meurt avec, mais forcément comme il revit le même jour encore, il se réveille le lendemain. Et ça me donne envie de revoir ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, Un jour sans fin, peut-être un des meilleurs films de l'histoire, qui prend place à Punxsutawney pendant la fête de la marmotte. Et c'est pour ça que cette petite news me fait chaud au cœur parce que c'est quand même beau. Ah ben voilà, écoute, ça te fait chaud au cœur, mais nous on va voir froid aux miches parce qu'apparemment on en a encore pour 6 semaines. On continue aux États-Unis parce qu'on ne s'arrête jamais avec les États-Unis. Il y a tellement de choses. Cette fois-ci, c'est du côté du Rhode Island à West Warwick, où un jeune écolier a tout simplement écrit un essai destiné à son professeur hein, pour les cours, a écrit un essai tout simplement disant qu'il voulait tuer George Bush, le patron de Coca-Cola. Alors il y a comme ça plusieurs sommités, hein, il y en a une demi-douzaine comme ça de gens. Alors dans son devoir, c'est écrit directement le plus beau jour de ma vie sera le jour où ces gens seront exterminés. Enfin, un truc bien gai. Alors du coup, c'est tombé dans les oreilles de George Bush, etc. Qui a fait exécuter l'enfant. Alors, justement, il a voulu prendre des mesures de rétention, machin, parce qu'aux États-Unis, directement attaquer le président, c'est un délit, hein, un délit fédéral qui peut être même passible de prison. Mais cela dit, d'après la police, ils peuvent pas réellement le condamner ni trop rien lui dire. Donc il a quand même été viré de l'établissement hein, parce que voilà, il fallait marquer le coup. Mais dans son essai, il y avait aucun plan. Il décrivait pas genre samedi à 21h, je me cacherai derrière un buisson pour choper George Bush en son footing. C'était une idée dans l'absolu qui voulait l'éliminer, donc il n'y avait pas de preuve concrète d'un plan machiavélique derrière. Ouais. Donc du coup, ils peuvent trop rien faire légalement. Mais voilà, donc c'est quand même un jeune homme qui doit être un petit peu perturbé, je pense. Ah bah oui, c'est clair. Parce qu'il a quand même 9 ans. Hein. Oui, voilà, je crois que ça c'était la cerise sur le gâteau de l'info. Il a quand même 9 ans, donc il est quand même déjà bien atteint, malgré son jeune âge. Je pensais au sketch d'Elysée Moon, quand il dit « Ce qui me gêne, Ramirez, c'est que tu as 9 ans !» Là, c'est un petit peu le cas de ce personnage. C'est un peu ça, ouais. Eh ben, on va pas quitter le continent nord-américain, puisqu'on y était si bien. Alors ça se passe toujours au Canada où un requin de 230 kilos a été capturé
dans une rivière. Alors, une rivière gelée, certes, donc on pouvait pas s'y baigner. Alors, il faut savoir que le grand sport national là-bas, c'est quand les rivières gèlent, ils creusent un trou, ils pêchent. Enfin, on a déjà tous vu ces images-là avec des pêcheurs qui vont pêcher directement sur la banquise. Là, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que le poisson qui a été attrapé au final, c'était un requin. Et alors, la femme qui l'a attrapé, puisque c'est une femme, hein, raconte toute l'aventure. Alors au départ, il faut savoir donc quand même qu'il y a quasiment 200 mètres de fond, pardon, il y a 200 mètres de fond, ça commence à être de la bonne rivière. Hein. Et donc en fait, il reposait tout au fond. Donc ça a pris un temps mais fou, quasiment 2h30 pour ne serait-ce que remonter à peu près à la surface le truc. Et une fois qu'il est arrivé à la surface, ils se sont aperçus, donc ils ont vu l'aileron, etc. Le requin s'est rebarré sur 15 mètres et tout ça, elle a réussi à le maintenir. Et au final, ils l'ont sorti de l'eau grâce à une corde accrochée à une motoneige. Putain. Et ils ont sorti le bestiau. Alors tout de suite, la pêcheuse a appelé des biologistes pour qu'ils puissent étudier l'animal, etc. Alors il faut savoir que normalement, les biologistes recommandent absolument pas de pêcher des requins. C'est même précisé assez fortement, parce que c'est pas la première fois que ça arrive qu'en fait dans cette rivière des requins soient attrapés, puisque la dernière fois c'était en 96. Et donc en fait apparemment il y a des requins qui se baladent en eau douce comme ça dans cette rivière, ce qui est quand même assez surprenant. Et alors pour la petite histoire à la fin, c'est que la femme a tout simplement gardé le requin, et que là pour l'instant il est stocké au fond de sa cour, parce qu'elle doit avoir une cour chez elle. Elle a foutu le poiscaille au fond de sa cour, et maintenant ça sert d'objet déco magnifique. Incroyable. Et mais alors bon, ce qui était incroyable dans l'histoire, c'est que des requins se baladent en eau douce, et c'est vraiment très surprenant. Mais alors il y a 2 semaines on a eu une baleine dans la Tamise, cette semaine on a un requin dans une rivière, mais le monde devient fou, Thomas, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Tout part à vélo, Patrick. Moi j'ai peur, Thomas. Bah moi aussi, franchement, si on commence à se balader avec des requins et des baleines en eau douce, c'est dans le Rhône, ça serait, surtout avec la pollution du Rhône, il ferait pas que 230 kilos le requin. C'est clair, Il atteindrait vite ses 600 trucs. Absolument. Non, mais c'est vrai que c'est très étonnant, et les biologistes n'arrivent pas à expliquer pourquoi est-ce que effectivement dans cette rivière-là, parce que c'est la seule rivière au monde où ça se produit, des requins arrivent à se balader. Donc il doit s'y passer quelque chose quand même. Une petite dernière vite fait, on a 1 minute. Une petite dernière, on va le faire très courtement, avec l'histoire tout simplement d'un Saoudien qui était bagagiste à l'aéroport de son pays, donc d'Arabie Saoudite, qui s'est endormi au moment du chargement des bagages dans la soute de l'avion. Et en fait, il a commencé à partir avec l'avion. Il a donc bien balisé parce qu'il fait très vite très froid. Et c'est grâce à ces coups de poing qu'il a donné dans la carlingue que les pilotes ont pu entendre qu'il y avait un mec dans la soute. Et donc ils ont activé les chauffages et tout ça, ce qui lui a sauvé la vie, parce que sinon il serait mort, c'est clair et net. Et donc voilà, tout finit bien, puisque ce charmant personnage qui devait bien flemmarder au boulot s'en est sorti vivant. mais il n'est pas passé loin en tout cas. Et puis elle a appris, il s'est fait bouffer par un requin. Voilà. Comme quoi tout est lié. C'était sur cette bien jolie news que Exocet s'achève. Thomas, merci Sandrine pour cette bien jolie technique. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez sur Rage. Bye bye.